Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le président de la commission de la CEDEAO et le ministre ivoirien de l'Industrie Jean-Claude Brou, c'est l'une des décisions de la 52e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui s'est tenue hier samedi à Abuja, la capitale du Nigeria. Le président ivoirien Alassane Ouattara, présent à ce sommet, a salué cette décision. 17 experts marocains de la santé sont en Côte d'Ivoire depuis quelques semaines. Ces experts sont dans notre pays pour renforcer les connaissances des sages-femmes et des responsables des CHU dans les domaines des urgences obstétricales et de la démarche qualité. Le président sud-africain Jacob Zuma a mis fin à son pouvoir de 10 ans hier samedi à la tête du Congrès national africain ANC en déplorant le déclin et les divisions de ce parti au pouvoir depuis 1994. C'était devant des milliers de délégués réunis à Johannesburg. C'était là pour les titres pour le magazine de ce dimanche 17 décembre 2017. Nous allons parler du Millennium Challenge Corporation, MCC, l'exécution du programme Compact pour la Côte d'Ivoire. Ce programme américain MCC qui a permis à la Côte d'Ivoire d'obtenir un don à hauteur de 315 milliards de francs CFA. Notre invitée est Mme Aïda Alassane Ndiaye-Rodik, coordonnateur national du programme Compact MCC Côte d'Ivoire. Madame. Bonjour Monsieur Assa et merci de nous recevoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation et à tout de suite pour le moment d'échange. À tout à l'heure. Commençons par cette information. Le chef de l'État est rentré hier d'Abuja, la capitale fédérale du Nigeria. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et des membres du gouvernement. Pour rappel, le président Alassane Ouattara était à Abuja pour prendre part au 52e sommet des chefs d'État de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous vous le disions dans nos titres à l'instant même, le président de la commission de la CEDEAO et le ministre ivoirien de l'Industrie Jean-Claude Brou, c'est l'une des décisions de la 52e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui s'est tenue hier samedi à Abuja, la capitale du Nigeria. Le président ivoirien Alassane Ouattara, présent à ce sommet, a salué cette décision. Jérôme Kofi Aboulin, notre envoyé spécial au Nigeria. La Côte d'Ivoire a l'honneur au 52e sommet de la CEDEAO. Le prochain président de la commission de cette institution est ivoirien. Il s'agit du ministre Jean-Claude Brou, le président de la République de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, présent parmi les chefs d'État et de gouvernement à cette session ordinaire qui vient de se tenir dans la capitale nigériane, en est heureux. Il donne la nouvelle comme l'une des grandes décisions prises par cette rencontre d'Abuja. Nous avons passé en revue vraiment tous les grands dossiers de la CEDEAO, les dossiers au niveau donc, des États où il y a des difficultés et nous avons trouvé des solutions, que ce soit la Guinée-Bissau, que ce soit d'autres pays. Mais nous sommes satisfaits de la situation au Togo, nous sommes satisfaits des décisions qui ont été prises. Nous avons revu la situation économique qui s'améliore également grâce à l'évolution positive du Nigeria. Nous avons passé en revue les questions de sécurité. Nous félicitons le Nigeria pour les progrès faits dans la lutte contre Boko Haram. Et nous avons aussi pris des décisions institutionnelles. Et la plus importante, c'était donc la désignation du président de la commission. Et j'ai le grand bonheur d'ajouter à nos concitoyens que la Côte d'Ivoire a eu l'honneur d'avoir le poste de président de la commission. Et nous avons d'ailleurs proposé donc notre frère Jean-Claude Brou, le ministre de l'Industrie et des Mines, qui sera le prochain président de la commission à compter du 1er mars 2018. Face aux grands défis tels la sécurité, la problématique de la migration, la 52e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO en appelle à plus de solidarité de la part de ses pays membres. Solidarité à travers la bonne gouvernance, la démocratie pour la paix et surtout la création d'emplois pour les jeunes
Toutefois, pour le président en exercice de la CEDEAO, le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé, seuls les moyens adéquats de fonctionnement permettront à la communauté sous-régionale d'atteindre ses objectifs. Nos institutions sous-régionales, en particulier la commission de la CEDEAO, ne peuvent pas être performantes, comme nous le souhaitons, si nous ne leur donnons pas de moyens nécessaires à leur fonctionnement. Conformément à nos directives par le passé, la réforme institutionnelle engagée depuis quelques années devrait nous permettre, à travers une gestion plus efficiente et rigoureuse, non seulement de contenir les dépenses, mais également de consacrer 60% des ressources mises à leur disposition au projet de développement économique et social en faveur de nos populations. C'est pourquoi je lance un vibrant appel aux États membres pour la mise en œuvre diligente de toutes les dispositions du protocole sur le prélèvement communautaire destiné aux institutions de notre communauté. Chaque État membre doit montrer son engagement et sa détermination dans l'application des actes et décisions que nous adoptons. Et le président Faure Gnassingbé de se féliciter par ailleurs de la bonne organisation de cette session à travers le leadership du président hôte, le chef de l'État nigérian Mamadou Buhari. Il a aussi salué la présence du président mauritanien à ce sommet, une présence vue comme l'espoir d'un retour certain de la Mauritanie au sein de la CEDEAO. Revenons en Côte d'Ivoire pour parler de religion. L'église Immaculée Conception de Vitré II, un don du roi de Mossou dans le diocèse de Grand-Bassam, vient d'être inaugurée. C'était en présence de la ministre Anna-Désirée Ouloto qui représentait le vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan et de Mme Poiti Chantal qui représentait la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, marraine de la cérémonie. Chantal Eoumon à Kandan. Situé à 20 minutes du centre-ville de Grand-Bassam, le village de Vitré II vient de consacrer sa toute nouvelle église catholique, baptisée Immaculée Conception. L'édifice religieux a coûté plus de 500 millions de francs CFA avec une capacité de 500 places. Un don du roi de Mossou, Nonon Kanga Assoumou. Aujourd'hui, l'église Immaculée Conception fait la fierté des Vitréens. Hier, ce n'était pas comme ça. C'était en bambou dans le fond du village là-bas. Et quand c'est tombé en ruine, on faisait la messe chez un douanier, son salon. C'est après ça que le père Mario était venu la demander des briques, des ciments, je ne sais pas, pour nous faire une petite chapelle. Conformément aux exigences de l'Église catholique, les clés de cette bâtisse ont été remises à l'évêque du diocèse de Grand-Bassam, Monseigneur Raymond Aoua, qui a procédé à la bénédiction des lieux. Dans son homélie, l'évêque de Grand-Bassam a loué l'acte hautement spirituel posé par le roi de Mossou à travers ce don. Pour Dieu, aucun sacrifice n'est de trop. Vous qui venez de nous le prouver, à travers ce don, le don de ce complexe religieux, comprenant une église, un presbytère et ses annexes, une grotte offerte à Maman Marie. Il faut reconnaître que pour Dieu, la grandeur et l'essentiel d'une œuvre dédiée à Dieu ne réside pas tant dans les dimensions que dans la perfection. Cette cérémonie a vu la participation d'autres confessions religieuses venues soutenir leurs frères chrétiens catholiques. Ont également rehaussé de leur présence les autorités administratives et politiques du pays. La commission santé de l'église catholique Mathias Kalamba Moulumba de Yopougon a organisé une cérémonie de don de sang pour sauver des vies. Les fidèles de cette église se sont mobilisés pour la circonstance. Franck Kouadio. La cour de la paroisse Saint-Mathias Kalamba de Yopougon, curé et fidèle pour une action citoyenne, donner son sang, donner la vie, une évidence. Mon sang pour sauver des vies, d'abord. Et puis pour sauver moi-même ma propre vie aussi. Parce qu'avec ma carte de don de sang, je suis rassurée. Et voilà. Et puis ça me permet aussi de suivre ma santé. L'initiative est de la commission santé de la paroisse. Il s'agit de répondre à la problématique nationale de la question du manque de sang dans nos structures sanitaires. Une action à pérenniser. Et nous espérons qu'à travers ce don de sang, nous allons aider vraiment des vies
des personnes qui vraiment en auront besoin. Nous souhaitons sincèrement que ces opérations se poursuivent dans presque toutes les paroisses pour recueillir un peu de sang pour aider nos frères et sœurs. Le don de sang par les couches sociales, une action qui a son sens, les besoins en produits sanguins pour l'année estimés à 200 000 poches au moins par le Centre national de transfusion sanguine. Alors maintenant au deuxième grand titre de cette édition. 17 experts marocains de la santé sont en Côte d'Ivoire depuis quelques semaines. Ces experts sont dans notre pays pour renforcer les connaissances des sages-femmes et des responsables des CHU dans les domaines des urgences obstétricales et de la démarche qualité. Delphine Blas. On est devant une complication, c'est une dystocie des épaules. Donc la sage-femme, elle est en train de faire le dégagement. Elle a demandé l'aide, elle a fait une épisiotomie, une large d'épisiotomie. Et voilà, le nouveau-né est en train de sortir très bien. Cet accouchement qui s'est heureusement bien passé est en réalité une simulation. L'un des exercices soumis aux sages-femmes ivoiriennes par des experts marocains de la santé dans le cadre de la collaboration entre le Royaume chérifien et la Côte d'Ivoire. Ce programme de renforcement des capacités, il est basé sur des situations réelles. On n'est pas dans la théorie, on est dans la pratique. Et l'idée, c'est de s'inscrire dans un partenariat gagnant-gagnant pour pouvoir permettre, je dirais, aux deux parties de partager leur expérience. Les sages-femmes ivoiriennes, désormais outillées pour faire face aux urgences obstétricales et néonatales. Mais il n'y a pas qu'elles. Cette collaboration ivoiro-marocaine s'étend aussi aux chefs de département et chefs de service des 3 centres hospitaliers et universitaires du district d'Abidjan. Avec eux, les 17 experts marocains échangent sur la démarche qualité. L'objectif, c'est de vous accompagner aussi à travers toutes ces formations pour amener vos centres de santé aujourd'hui à être plus performants et à répondre plus aux normes de la santé internationale. C'est une exigence aujourd'hui, d'autant plus que nous nous trouvons dans un espace hospitalier où le défaut, les dysfonctionnements ne sont pas permis. Parce qu'en cas d'erreur, c'est une perte humaine. La collaboration initiée par la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique est à sa 6e semaine. Elle prend fin le 22 décembre prochain. En plus de la démarche qualité et des urgences obstétricales, la formation concerne le management des déchets hospitaliers, l'échographie et l'hygiène. Et cette information, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture en Côte d'Ivoire a décidé de faire connaître les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle vient de dresser une stèle comportant ces articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme au Centre bureautique de la communication et de gestion. CBCG objectif amener les élèves et les étudiants à se familiariser à ces articles et à mieux connaître les droits de l'homme. Autre information, dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et filles, la structure américaine Pro-Justice, en collaboration avec le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, mène une campagne de sensibilisation des jeunes filles sur le mariage précoce. Mamadou Kouassi. Des jeunes filles sensibilisées sur les méfaits du mariage précoce. Nous sommes au lycée des jeunes filles de Yopougon dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences à l'égard des femmes et des filles. Les différents intervenants issus de l'Association des femmes magistrats de Côte d'Ivoire et du ministère en charge de la famille ont expliqué aux jeunes filles les actes de recours suite au mariage précoce. Ils ont également présenté la loi portant régime de prévention, de protection et de répression en matière de violence basée sur le genre. Nos citoyens ont le droit de pratiquer leurs coutumes, mais lorsque la coutume a un effet néfaste pour les personnes, il est clair qu'il est de devoir de l'État de parer à ces mauvaises pratiques-là, de les corriger et de sanctionner ceux qui les pratiquent. Les élèves se disent bien imprégnés des conseils de conférenciers. J'ai retenu que le mariage forcé entraîne plusieurs conséquences sur la vie de la jeune fille. Par exemple, les grossesses précoces, les violences physiques. Pour marier une jeune fille, l'âge minimum à 18 ans. Donc j'invite tous les parents à éviter de marier leurs enfants avant l'âge de 18 ans. Cette campagne de sensibilisation est l'œuvre de la structure américaine Pro-Justice, soutenue par le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité.
Ces différentes entités s'engagent à informer les jeunes filles sur les sources officielles de règlement des cas de VGB en milieu scolaire et à amener ces jeunes filles et leurs encadreurs à s'engager dans la lutte contre l'impunité liée aux violences basées sur le genre, particulièrement le mariage précoce. Nous avons environ 12% de filles qui ont environ 15 ans qui sont soumises au mariage forcé ou au mariage précoce par des parents. Et ça, c'est une préoccupation parce que quand la jeune fille est forcée à se marier à cet âge, elle se retrouve en situation difficile. Réaffirmer notre engagement pour les femmes dans le système judiciaire, mais de façon plus générale aussi la promotion des femmes dans la société ivoirienne. Après le lycée des jeunes filles de Yopougon, Pro-Justice mettra le cap sur d'autres secteurs d'activité, notamment les femmes sur le marché, pour leur permettre de mieux connaître leurs droits. Kwasi Mamadou, tout à fait autre chose à présent pour mieux s'informer sur la classe moyenne en Côte d'Ivoire. L'Agence française de développement AFD a initié une étude dont les résultats ont été présentés vendredi dernier au siège de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Cette étude a permis de connaître le revenu de cette classe sociale dite moyenne. Francis Boafo. La classe moyenne. Certains la définissent en tenant compte des catégories socio-professionnelles, quand d'autres se basent sur les écarts de revenus, principalement sur le niveau de vie. Partant, la classe moyenne se situe au-dessus des classes pauvres ou classes ouvrières et en dessous des classes aisées. Le cas de la Côte d'Ivoire après une étude menée par l'Agence française de développement AFD avec pour échantillon les ménages. Pour des ménages qui sont en moyenne entre 3 et 4 personnes, donc c'est des ménages assez restreints aussi, de taille assez restreinte, sur des niveaux de revenus qui vont de un peu moins de 100 000 francs CFA à 500 000 francs CFA par mois sur l'ensemble du ménage. Des résultats qui aideront à l'élaboration de politiques de développement. Faire des plaidoyers auprès des pouvoirs publics, mettre en œuvre des politiques et des actions pour le développement de l'entrepreneuriat et qui pourraient avoir une incidence dans l'augmentation et dans l'élargissement de la classe moyenne. La classe moyenne rassemble un ensemble de populations hétérogènes. Elle constitue le moteur de croissance dans un pays. Puisqu'elle va augmenter la demande intérieure du pays et donc augmenter le PIB. En même temps, elle crée une demande supplémentaire de consommation et des biens de services qui est assez différente de celle qui peut être générée soit par les classes très riches, soit par les classes très pauvres. Donc ça contribue à la diversification de l'économie. Le concept de classe moyenne en Afrique fait toujours débat entre chercheurs, experts, structures de développement, cabinets de recherche et institutions. La Banque africaine de développement BAD considère que lorsqu'un Africain a plus de 1000 francs CFA par jour pour vivre, il n'est plus pauvre et donc appartient à la classe moyenne. Selon le cabinet Deloitte, 60% des Africains considérés comme appartenant à la classe moyenne vivraient avec 1105 à 2275 francs CFA par jour. Francis Boafo, l'Union européenne a financé un projet de formation de plus de 1400 pompiers civils à hauteur de plus de 6 milliards de francs CFA. Cette formation s'est faite en collaboration avec l'Office national de la protection civile. Astou Touré. D'avril 2017 à ce jour, ce sont 600 pompiers civils qui ont été formés pour appuyer les sapeurs-pompiers militaires dans la protection civile en Côte d'Ivoire. Ils sont formés par des experts français en collaboration avec l'Office national de la protection civile. Cette formation entièrement financée par l'Union européenne à hauteur de plus de 6 milliards de francs CFA se situe dans le cadre de la mise en œuvre du décret portant création de l'emploi de pompiers civils annoncé par le président de la République en juin 2014. Ce projet est un projet de 3 ans qui a commencé il y a exactement 1 an, qui a été lancé par le ministre d'État, Ahmed Bakayoko. Ce projet rentre dans un cadre d'appui de l'Union européenne à la sécurité en Côte d'Ivoire. Ce sont des investissements très importants de plus de 45 millions d'euros depuis 2012 qui sont attachés aux forces de sécurité, aux commissariats, aux préfectures de police. Cette série de formations permettra aux pompiers d'être plus proches de la population. Pendant longtemps, nous avons quitté, en tant que sapeurs-pompiers militaires, nous sommes souvent partis d'Abidjan pour éteindre des feux à Mans. Aujourd'hui, il y a une caserne à Mans, il y a une caserne à Odjéné. Il y a au total 30 casernes qui sont sur l'étendue du territoire dans les chefs-lieux de région. Durant 3 semaines, ils ont été formés dans plusieurs disciplines. 90 d'entre eux viennent de recevoir leur diplôme de fin de formation. C'est une formation continue. On a fait une formation de base à Boaké. On a appris à avoir une base au niveau de l'incendie
à faire des sauvetages. Ce projet prendra fin en octobre 2019 et à terme, 1496 pompiers civils seront formés. Le fonds prévoit également la construction de 10 casernes entièrement équipées dans 10 villes. La garde républicaine a procédé à la célébration du 30e anniversaire de sa musique. Au sein de sa base au plateau, au cours de cette rencontre, le chef d'état-major général des forces armées de Côte d'Ivoire qui représentait pour l'occasion le ministre d'État, ministre de la Défense, a profité de l'occasion pour décorer des militaires qui feront valoir leur droit à la retraite à partir du 31 décembre de cette année 2017. Ahmed Traoré, Issa Yeo, Chona. Créé en octobre 1985 par la volonté de feu le président Félix Houphouët-Boigny, la musique de la garde républicaine est une formation en service au sein des FACI, Forces armées de Côte d'Ivoire. C'est à partir de décembre 1987 que l'on assistera aux premières prestations télévisées de cette formation militaire. Mon souhait est que la musique de la garde républicaine, qui est une unité de prestige de la Côte d'Ivoire, continue à évoluer avec le soutien de sa hiérarchie. C'est un sentiment de joie de célébrer 30 ans de la musique de la garde républicaine. Et on sait aujourd'hui que cette garde républicaine, c'est la musique qui est au top aujourd'hui pour suivre le président partout où il va et interpréter les hymnes de tous les pays. La célébration du trentenaire de la musique de la garde républicaine a été l'occasion pour le chef d'état-major des armées de décorer au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, une vingtaine de militaires de la garde républicaine. Je voudrais donc saisir cette opportunité pour remercier et féliciter tous les récipiendaires ici présents, et plus particulièrement M. Robert Antoine, fondateur de la musique de la garde républicaine, qui fait ses 30 ans. Une démarche bien appréciée par les récipiendaires. Entourés de nos proches, de nos amis et de nos frères d'armes, nous sommes débordants de joie et d'honneur inestimable face à ces distinctions honorifiques. La musique de la garde républicaine a pour mission d'assurer les honneurs militaires lors des déplacements du président de la République. Partant, elle accueille aussi les chefs d'État étrangers et participe à l'animation des cérémonies nationales et militaires. Voilà, et c'était un commentaire plutôt d'Astou Touré. Vous avez sans doute remarqué la fermeture des grands points chauds de la musique tradie moderne ici en Côte d'Ivoire, des espaces qui ont permis aux musiciens tradie modernes de s'exprimer en live et qui ont relevé de grands noms dans les années 1990 tels que Naounou Paulin, Niaoré Jimmy, Luxon Pado, Guy Victor et bien d'autres. Aujourd'hui, cette musique est en perte de vitesse. Pour faire face à cette crise, certains espaces dédiés à la musique traditionnelle moderne ouvrent à nouveau au grand bonheur des mélomanes. Davis Oyo, Franck Quadio. Des chaises vides, l'espace est un lieu de divertissement bien connu. Ici n'est joué que de la musique traditionnelle moderne. Cet espace, autrefois appelé le temple du live, est situé dans la commune de Yopougon. Ce fief de l'artiste Luxon Pado a connu son heure de gloire. Non loin de l'espace, le Mont Zatro, un autre lieu de réjouissance. Nous nous y rendons et trouvons porte close, et pourtant, ici, de grands noms de la musique traditionnelle moderne de l'ouest du pays se sont produits. L'un des plus connus, le regretté Guy Victor. D'autres anciens points chauds, le désert à Abobo, le Badabar, le Petit Palladium, le Yaoséi, le Bar Étoile, le Beaumanet et le Bar Éclat à Yopougon. Ces lieux, aujourd'hui transformés soit en école, en magasin ou en lieu de culte, ces destinations dans le temps ont été le centre de la promotion de la musique traditionnelle. Cette musique qui a fait vibrer plus d'un à travers des orchestres tels le tout-puissant Audiorama, Ayo Orchestra ou des artistes comme Naounou Paulin et Feigneur Edmi,
Les précurseurs du polier, ce rythme musical niabois, centre-ouest de la Côte d'Ivoire, transporté en pays BT. Et depuis, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Aujourd'hui, la musique tradie moderne est en perte de vitesse. Les bars dancing ont fermé. Ils ont fait place au maquis tradie moderne où le playback règne à maître. Au grand désarroi des puristes, ce promoteur de spectacle tente une explication. La raison est toute simple parce que aujourd'hui, il faut dire que nos médias n'arrivent pas à faire la promotion de la musique tradie moderne. C'est ça qui explique la disparition, en partie la disparition des espaces que vous avez cités tout à l'heure, dont Bar Éclat, dont le Baron. Pour faire revivre le live et redorer le blason de cette musique du pays profond, certains lieux mythiques retrouvent des couleurs. Le Bar Éclat par exemple à Yopougon pour le grand bonheur des mélomanes. Je suis très ravi que vraiment il y ait cette initiative et que vraiment je souhaiterais que ça soit continuel. Voilà. Ça c'est mon souhait le plus absolu. Il ne faudrait pas que ça soit une ouverture sans suite. Il s'agit de promouvoir la musique tradie moderne, la tradition qui nous permet de savoir d'où nous venons et le moderne pour voir où nous allons. De sorte qu'au moment où on ne comprend pas trop bien où on va, on sait au moins d'où on vient. Cette musique a séduit également les plus jeunes. Moi je suis lancé ça à cause de l'artiste Bipobi Junior. Parce que j'aime beaucoup ses chansons, donc raison pour laquelle je suis là ce soir. Pour relever le défi, les problèmes de personnes, de leadership et d'ego sont mis de côté pour la promotion de cette musique. Une promotion portée par l'un de ses chantres les plus aboutis, Naounou Paulin, soutenu par Trazobi, un mécène culturel. Ils ont fait de cet espace un lieu d'expression artistique. Ici, outre la musique tradie moderne, on est ouvert à tous les genres de musique live. Aujourd'hui, le Bar Éclat est ouvert à tous nos artistes. Et pour prouver à nos fans, à nos populations que le tradit moderne désormais, on est unis et on est ensemble. De la musique à la culture, il n'y a qu'un pas. La réouverture de cet espace à la caution du ministère de la Culture et de la Francophonie. Le Bar Éclat fut un lieu mémorable pour la Côte d'Ivoire. Et on espère que la renaissance du Bar Éclat contribuera au développement des arts traditionnels, de la musique tradie moderne, qui, il faut l'avouer, permet à la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, de montrer ce qu'il a de mieux en termes de tradition. Pour rappel, cela fait plus de 15 ans que cet espace a fermé. La réouverture de ce bar dancing tradie moderne sonne comme un moyen de promotion de la culture et de la renaissance de la musique du terroir. Nous vous le disions dans nos titres, le président sud-africain Jacob Zuma a mis fin à son pouvoir de 10 ans hier samedi à la tête du Congrès national africain ANC en déplorant le déclin et les divisions de ce parti au pouvoir depuis 1994. C'était devant des milliers de délégués réunis à Johannesburg. Jacob Zuma a admis que la population n'était pas satisfaite de l'ANC, notamment en termes de corruption, de criminalité et d'emploi. L'ANC doit désigner son successeur ce dimanche. Ce sera entre l'actuel vice-président Cyril Ramaphosa et l'ex-épouse du chef de l'État sud-africain Nkosazana Dlamini Zuma. Le vainqueur se retrouvera en bonne position pour devenir le prochain chef de l'État sud-africain en 2019. Le Conseil de sécurité de l'ONU examine un projet de résolution visant à rejeter la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale officielle de l'État d'Israël. Le texte demande que la décision unilatérale prise par les États-Unis d'Amérique soit revoquée. Le projet de résolution proposé par l'Égypte pourrait être mis au vote dès lundi et demain donc. Pour le magazine de ce dimanche 17 décembre 2017, nous allons parler du Millennium Challenge Corporation, MCC,
l'exécution du programme Compact pour la Côte d'Ivoire. Ce programme américain MCC qui a permis à la Côte d'Ivoire d'obtenir un don à hauteur de 315 milliards de francs CFA. Notre invitée est Madame Aïda Alassane Ndiaye Ridik, coordonnateur national du programme Compact MCC Côte d'Ivoire. Madame, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, dites-nous tout de suite, qu'est-ce que le Millennium Challenge Corporation? Merci encore, M. Assad, de nous recevoir. Alors, le Millennium Challenge Corporation est une administration du gouvernement des États-Unis qui a été créée en 2004 et qui a pour mandat d'apporter une assistance technique et une assistance financière à des pays bénéficiaires en vue de mettre en œuvre des projets structurants qui permettront de réduire la pauvreté, améliorer le bien-être des populations, et cela grâce à une croissance économique soutenue et inclusive. Une belle définition. Alors, de quoi est constitué le programme Compact pour la Côte d'Ivoire? Comment la Côte d'Ivoire, notre pays, a pu obtenir ce don de 315 milliards de francs CFA? Alors, un processus a été initié pour effectivement permettre à la Côte d'Ivoire de passer de pays candidat à pays éligible à l'un des programmes du MCC. Et l'éligibilité au programme principal, qui est le programme Compact, a été obtenue en décembre 2015. Et depuis cette date, nous travaillons pour développer justement le programme qui nous permet de bénéficier de cette enveloppe financière. Ce processus est un processus qui a impliqué différents ministères de notre pays, qui a impliqué le secteur privé, qui a impliqué la société civile. Processus qui, grâce à une analyse des contraintes à la croissance économique, a permis d'identifier les secteurs d'intervention de notre programme. Nous avons aujourd'hui un programme composé de 2 projets principaux, un projet qui concerne l'employabilité des jeunes et la productivité des entreprises, et un programme qui concerne le transport dans la ville d'Abidjan. Nous allons y revenir. Alors, sachez que depuis le 7 novembre, date de la signature de l'accord de don du Millennium Challenge Corporation, MCC, le programme est rentré dans sa phase opérationnelle. Mais pour en arriver à cette étape, la Côte d'Ivoire a connu diverses fortunes depuis 2012. Un élément de échec connaît que nous vous invitons à regarder. C'est après 2 tentatives en 2012 et en 2013 que les efforts de la Côte d'Ivoire sont récompensés. Le 10 décembre 2014, à l'issue de la 4e réunion trimestrielle du conseil d'administration du Millennium Challenge Corporation, MCC, le pays est déclaré éligible au programme Threshold, une étape transitoire. Pour cette première victoire, la Côte d'Ivoire réussit à passer 10 des 20 indicateurs au vert, dont les plus importants sont le contrôle de la corruption, les libertés civiques, la liberté d'information et l'implication du genre dans l'économie. C'est finalement à l'issue de la réunion du conseil d'administration du 16 décembre 2015 à Washington, D.C., que la bonne nouvelle de l'éligibilité de la Côte d'Ivoire au programme Compact du MCC est accueillie. 13 indicateurs sur les 20 ont été satisfaits. Il aurait ainsi fallu à la Côte d'Ivoire 3 ans et demi pour être éligible au programme Compact du MCC, là où certains pays ont passé 7 voire 10 ans. La signature historique de cet accord de don, le 7 novembre dernier à Washington, en présence du président Ouattara, marque le début de la phase opérationnelle de cette subvention financière. Rappelons que le Compact de la Côte d'Ivoire porte sur un montant d'environ 315 milliards de francs CFA sur une période de 5 ans. Il va permettre au gouvernement ivoirien de faire face aux obstacles majeurs à la croissance dans le pays, à savoir la faible disponibilité des travailleurs qualifiés, les défis liés au transport des biens et des personnes, particulièrement à Abidjan, la capitale économique. Aussi, le projet employabilité et productivité va-t-il accroître l'accès à l'éducation et à l'enseignement secondaire et soutenir la construction de près de 84 nouvelles écoles secondaires. Madame Aïda Alassane Ndiaye Ridik, alors dites-nous quel est votre rôle dans ce processus? Alors, le rôle de la coordination nationale qui a été mise en place en 2016 est effectivement de développer le programme Compact, ce que nous avons fait avec l'identification de 2 projets majeurs qui a abouti à la signature de l'accord de don du Compact en novembre dernier.
Et notre rôle se poursuit en ce moment pour finaliser tous les travaux préparatoires à la prochaine exécution du programme Compact. Alors justement, ce programme Compact, il est long, c'est dû à quoi? Alors c'est un processus qui demande à ce que les pays bénéficiaires s'approprient le modèle du MCC. Ce modèle comprend une première étape qui traite de la sélection des pays basés sur des indicateurs de performance. Des pays pauvres, vous le disiez à l'instant. À revenus limités. Donc le MCC a établi une fourchette des revenus par habitant pour les pays concernés. Donc il y a cette sélection qui est basée sur des performances illustrées par des indicateurs de base qui sont aujourd'hui au nombre de 20. Alors quand le pays satisfait à ces indicateurs, le pays est maintenant possiblement, je dirais, éligible à un programme. Puisqu'il revient au bord du MCC de effectivement sélectionner ce programme. Tout à fait. Donc, je voudrais que vous reveniez sur ces indicateurs, en tout cas pour la Côte d'Ivoire. Okay. Qu'est-ce qui a permis à notre pays, quels sont ces indicateurs qui ont permis à notre pays d'avoir 315 milliards de francs CFA? Alors, je vais revenir un peu en arrière en indiquant qu'à la sortie de crise, le gouvernement s'est engagé sous le leadership du président de la République à être éligible à ce financement, mais plus encore à adopter le modèle du MCC, puisque ce sont des indicateurs de développement de base qui sont concernés. Et donc le gouvernement s'est engagé et a mis en œuvre diverses réformes, a mis en place divers moyens pour pouvoir effectivement atteindre cette éligibilité qui demande qu'au moins 10 indicateurs sur les 20 de la carte de notation soient satisfaits. Quand nous sortions de crise, la Côte d'Ivoire avait seulement 5 indicateurs qui étaient satisfaisants. Donc avec un comité national mis en place, nous avons je veux parler de ministères, secteur privé et la population, travaillé pour atteindre effectivement le minimum requis de 10. D'accord. Au niveau de ces indicateurs, il y a la corruption. Au niveau du service économique de RTI1, on a mené des investigations, la corruption. Et aujourd'hui, on a la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, il y a l'Autorité nationale de régulation des marchés publics qui ont permis de réduire cela. Tout à fait. Alors, parmi les indicateurs du MCC, nous avons le contrôle de la corruption qui est un indicateur éliminatoire. Cet indicateur doit être satisfait. Comme je l'ai dit, en sortant de notre période de crise, cet indicateur n'était pas du tout bon. Nous avons, dans le cadre des plans d'action et des activités principales à mener, nous avons pu, Côte d'Ivoire, mettre en place la Haute Autorité pour la bonne gouvernance qui représentait un signal fort de la part de notre gouvernement pour indiquer qu'effectivement c'était une question que nous voulions adresser. Depuis lors, depuis 2012-2013, nous avons un bon score sur la corruption que nous maintenons. Donc c'est l'un des indicateurs avec un indicateur de démocratie qui constitue effectivement les indicateurs requis. Aujourd'hui, nous sommes à 14 indicateurs. L'objectif du gouvernement est bien sûr de les améliorer annuellement parce qu'ils sont mesurés annuellement. Et ces indicateurs doivent être maintenus, que l'on soit dans un programme comme le programme Compact, puisque si on régresse sur les indicateurs obligatoires, le partenariat avec le gouvernement américain peut être affecté. Et ce ne sera pas intéressant pour la Côte d'Ivoire. On a eu des marchés qui ont pu être cassés, par exemple, et cela n'a jamais existé dans ce pays. Mais depuis 2010, quand il y a la corruption, il y a la RNP, la Haute Autorité, qui casse même des marchés. Voilà, et c'est bien pour la Côte d'Ivoire. Alors dites-nous, madame, quels sont les projets qui ont été retenus et qui vont en bénéficier? Alors les bénéficiaires, comme on l'a indiqué, des programmes compacts, c'est la population en général, la population vulnérable en particulier. Nous parlons bien sûr des femmes, des jeunes et des enfants. Le choix des projets que nous allons mettre en œuvre, comme je l'ai indiqué, est basé sur une analyse des contraintes à la croissance pour effectivement savoir quels sont les secteurs qui seront bénéfiques pour pouvoir soutenir et
et relancer notre croissance. Et donc, ces résultats nous ont permis d'axer ces investissements sur le projet employabilité des jeunes et productivité des entreprises, qui répond à la contrainte de l'inadéquation entre l'offre en compétences techniques et les besoins du marché. Et le second projet, le projet transport, qui concerne effectivement le mouvement des biens et des personnes, donc une amélioration de la fluidité des biens et des personnes dans la ville d'Abidjan. Oui, dites-nous, comment va se faire? On parlait tout à l'heure de passation des marchés, de transport, d'écoles. Comment va se faire la passation des marchés pour la construction d'écoles, de collèges de proximité, de construction de routes, par exemple? Comment est-ce que cela va se faire? On a parlé de corruption tout à l'heure pour ne pas que cela revienne. Alors, de manière effectivement spécifique, quand on parle du projet employabilité des jeunes et productivité des entreprises, en vue d'améliorer l'accès à l'éducation, surtout pour les jeunes filles, en vue d'améliorer la qualité de l'éducation au secondaire. On parle aussi de formation d'enseignantes femmes et bien sûr l'adéquation formation-emploi, donc la création de centres pilotes. Et bien sûr, pour la fluidité, on parle aussi de réhabilitation d'axes principaux dans la ville d'Abidjan. Toutes ces activités sont un lien avec effectivement des marchés. Dans l'exécution du programme Compact, une entité spécifique dont la gestion est tout à fait autonome ou sera tout à fait autonome financièrement qu'administrativement, cette entité aura en son sein une unité dédiée pour les questions de passation des marchés qui répondent bien sûr aux critères du MCC. Très bien. Alors, ce programme va durer 5 ans. Qu'est-ce qui va se passer et si les projets ne sont pas terminés au bout de 5 ans? On a 315 milliards de francs CFA. C'est un don. Vous précisez, c'est un don. C'est un don. Ce n'est pas un crédit, ce n'est pas un prêt, c'est un don. Et on n'a qu'à utiliser cet argent. Si pendant 5 ans, on n'a pas pu utiliser cet argent, qu'est-ce qui va se passer? Alors c'est un don du gouvernement des États-Unis au gouvernement de la Côte d'Ivoire aux populations. L'exécution du programme se fait sur une période de 5 ans maximum. Si effectivement cette exécution n'est pas réalisée, les financements repartent au Trésor américain. Donc le gouvernement s'est attaché à effectivement dépenser utiliser, merci, tous les financements qui nous sont octroyés aujourd'hui, puisque les besoins sont réels, les projets sont énormes. Exactement, et ces projets sont importants pour notre pays. Donc, nous avons toutes les assurances que ces financements-là seront consommés. Et toutes les dispositions sont prises. Alors, l'entrée en vigueur du don est prévue pour quand et comment se décline dans le suivi et évaluation du MCC au niveau de la Côte d'Ivoire? Alors, comme vous l'avez indiqué, le processus du MCC est bien un processus. Nous avons passé la phase de développement. Nous sommes dans la phase de préparation à l'exécution qui prend aussi un temps puisqu'il y a diverses études qui doivent être finalisées. Nous avons des conditions préalables à l'entrée en vigueur du don également qui doivent être satisfaites. Et donc, en général, selon le chronogramme du MCC, cette période ne dépasse pas, varie plus ou moins dans une fourchette de 1 an à 15 mois. Donc, selon notre programmation, nous devrions, début 2019, pouvoir effectivement entrer dans la phase d'exécution. Alors, on parle d'impact sur les populations. Vous parliez de suivi, évaluation. Dans le cadre du développement du programme, des indicateurs de suivi sont développés. Dans le cadre de l'achèvement aussi de ces investissements-là, l'impact devrait être mesuré. Donc, le suivi-évaluation est au centre du projet. Et donc, nous portons une attention particulière à cette question qui est en lien avec la pérennisation des investissements également. Et nous allons vous suivre
particulièrement au niveau de RTI 1 pour l'exécution de ce projet. Voilà, c'est la fin de ce magazine. C'est également la fin de cette édition. Nous recevions pour le magazine de ce dimanche Madame Aïda Alassane Ndiaye-Riddick, coordonnateur national du programme Compact MCC Millennium Challenge Corporation pour la Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur RTI 1.